3, 2, 1. Here we go! Mesdames, Messieurs, merci d'être là, bonjour. Si vous n'étiez pas là ce matin, je me présente à nouveau, Frédéric Denré, journaliste, magazine Marianne en particulier, habitué des débats sur l'eau, les questions d'environnement général, l'eau en particulier, et les débats cyclo notamment. J'ai une voix un peu cassée que je ne porterai pas, sachez que vous l'avez échappé belle. J'ai failli tout faire en chuchotant car ce matin, en me réveillant, il n'y a rien qui sortait de ma bouche, sinon une complainte, amenez-moi de l'eau bouillante. J'ai donc bu de l'eau bouillante, je suis donc plein d'eau bouillante et ce soir je pourrais enfin aller me coucher. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e débat, mesdames, messieurs, énergie et eau. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mais vous le savez sans doute déjà, que tous ces débats sont filmés et sont diffusés sur YouTube. Donc, 6e débat, eau et énergie. Les deux ne sont pas contradictoires. Hein, c'est pas le mélange a priori impossible entre l'électricité et l'eau. Non, le traitement de l'eau, la distribution de l'eau consomme de l'énergie, comme on va le voir, et parfois beaucoup d'énergie. Et puis le traitement, la distribution de l'eau aussi peuvent générer de l'énergie sous plein de formes différentes. On va voir ça tout de suite, mesdames, messieurs. Il peut arriver que je tousse, hein. Mais vous inquiétez pas, le foulard est là. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, Hortense Bray, Mathieu Jarry, Emmanuel Autreux et Cyril Printemps-Vaquier. Merci. Hortense Bray, ben on vous connaît, vous étiez là hier déjà et vous revenez parmi nous, c'est donc que vous vous sentez bien. Hortense Bray, vous êtes responsable du pôle patrimoine et prospectif chez Audi7. Mathieu Jarry, pardon, vous êtes directeur délégué à l'exploitation et la gestion patrimoniale du cycle de l'eau chez Limoges Métropole. Emmanuel Autreux, vous êtes responsable du service travaux à la régie de l'eau Bordeaux Métropole. Et Cyril Printemps-Vaquier, vous êtes directeur des relations contractuelles et transformation de la SABOM. La SABOM, dont 2 représentants étaient là hier lors de nos débats. Hortense Bray, peut-être Audi7 pour nos amis qui ne connaîtraient pas Audi7, ce qui semblerait exceptionnel. Pour commencer, Audi7. Audi7, c'est le syndicat des eaux de Charente-Maritime. Donc on couvre 400 communes à peu près en assainissement collectif et assainissement individuel et 430 en eau potable, protection de la ressource en eau, gestion des captages, gestion des ouvrages. On est l'autorité organisatrice et on a des exploitants. Et on a beaucoup d'installations qui consomment de l'électricité, faisant le lien avec notre conférence du jour. Alors justement, ça consomme voilà, beaucoup d'électricité. Enfin, j'ai déjà la réponse vu que vous me l'aviez donnée au téléphone en préparant cet entretien. Oui, vous êtes un gros consommateur d'électricité. Notre régie publique, qui couvre 2/3 de nos installations, est le plus gros consommateur d'électricité du département. 6 millions d'euros de factures d'électricité. Alors, un peu moins en 2020, un peu plus maintenant. Et donc, des enjeux de sobriété pour essayer de maîtriser cette consommation électrique pour finalement maîtriser la facture de l'usager de l'eau et de l'assainissement. Parce qu'évidemment, c'est l'usager qui paye, mais pourquoi ça consomme autant? Qu'est-ce qui consomme dans un système d'épuration, de potabilisation, de distribution d'eau? Alors, la première étape, c'est comme pour l'économie d'eau, c'est justement connaître ses points de consommation. Et donc, on a fait des audits énergétiques en 2020 sur l'ensemble de nos grosses installations principalement. En eau potable, c'est le pompage principalement. Hein. Il faut ramener. Alors, la Charente-Maritime est un peu plate en département, ce qui fait qu'on a beaucoup de systèmes de pompage pour amener du point de captage au château d'eau, voire ramener encore après. On a notamment nos ressources en eau qui sont plutôt au centre du département et il faut l'emmener jusqu'à l'île de Ré. Donc on fait 80 km, donc il faut un peu d'énergie. Et puis on a bien sûr notre usine de production d'eau potable sur le fleuve Charente où pour le traitement on a des consommations d'eau.
En assainissement, c'est un peu différent. Alors on a presque 1400 postes de refoulement. Là encore, comme le territoire est plat, faut, une fois qu'on a récupéré les eaux usées des habitations, les emmener jusqu'aux stations d'épuration. Et donc on s'est plutôt intéressé à, dans la station d'épuration, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon. Et nos points de consommation, on peut le montrer sur la slide suivante, c'est l'aération. Et on s'est regardé par rapport, on en avait discuté ensemble, l'INRAE a fait des études pour savoir si par rapport aux charges organiques à traiter, aux mètres cubes à traiter, où on se situait. Donc là, sur le graphique, on a le cas moyen qui est en rouge. Et vous voyez qu'on est presque partout au-dessus du cas moyen. Donc ça veut dire qu'on est plutôt énergivore sur nos stations d'épuration et notamment sur l'aération, qui est le poste le plus consommateur sur les stations à bout activé. Oui, c'est ce qui fait buller les bassins, c'est ça? Exactement, ce qui fait buller les bassins et ce qui permet de traiter naturellement avec les bactéries, mais il faut leur apporter assez d'oxygène pour qu'elles soient efficaces. Et ce qui est important. Donc nous, on a une 60aine de stations en bout activé. Et donc c'est là-dessus qu'on a regardé comment on pouvait optimiser. Pardon, donc il y a un ratio, il y a un bon ratio établi par, je cherchais mes mots, pardon, par l'INRAE en termes de consommation donc d'énergie, donc de kilowattheure par mètre cube traité, et le bon ratio, le bon intervalle, il est lequel? Alors, vous le voyez là sur la station, on va être par kilowattheure par charge organique, donc par des CO et des BO05, et on a le cas le plus optimisé et les cas les plus mauvais. Et donc ça va être vraiment lié plus qu'au mètre cube, vraiment à la charge à traiter. Ok. Monsieur Jarry, pareil à Limoges Métropole, l'eau est un coût en énergie, est un gouffre énergétique. Oui, bonjour à tous. Alors, je présente le territoire de Limoges Métropole très rapidement. 20 communes, 210 000 habitants. Sur l'eau potable, la régie qui occupe 9 communes et 3 autres communes hors du territoire. Et sur l'assainissement, on a la régie sur les 20 communes. Et effectivement, la facture d'électricité de Limoges Métropole, concernant la direction du cycle de l'eau, c'est 75%. Donc on est effectivement très loin devant le centre de tri, l'éclairage public des zones industrielles, des bâtiments comme le Zénith, etc. etc. 55% pour l'assainissement, 20% pour l'eau potable. 75% c'est l'eau, la facture d'électricité. Exactement. Et effectivement, comme l'a dit Hortense, un coût d'électricité qui a bien évidemment beaucoup varié. 2015, autour de 60 € le mégawattheure électrique, qui avait été constant pendant des décennies. Crise 2022, 2023, 2024, donc guerre en Ukraine, mais pas que, problème du parc nucléaire en maintenance en France. Et donc là, on a atteint des sommets sur l'achat d'électricité et on est passé de 60 € à 235 € le mégawattheure électrique. Et donc là, on parle effectivement de millions supplémentaires impactés effectivement sur les budgets de l'eau et de l'assainissement. Alors que vous êtes allé chercher où ces millions? Vous avez fait payer l'usager ou pas encore? Il y a effectivement une augmentation des tarifs et puis on a courbé les chines et puis on s'est surtout activé, et ça va être la suite, sur les optimisations énergétiques. On verra ça tout à l'heure, monsieur Autreux. À Bordeaux, donc c'est pareil, je vous pose la même question, c'est un gros budget. Oui, alors nous, là je représente la régie de l'eau Bordeaux Métropole. Donc on est 2 acteurs sur le territoire de Bordeaux Métropole. Donc la régie qui s'occupe de l'exploitation de l'eau potable depuis 2 ans et également de tous les investissements, que ce soit en eau potable et en assainissement, notamment le renouvellement des parcs des stations d'épuration dont je parlerai plus dans le détail tout à l'heure. Et puis il y a un deuxième acteur, donc Cyril Printemps-Baquet à ma droite, qui représente donc Sabom, qui est notre délégataire en assainissement et donc qui s'occupe de l'exploitation de l'assainissement pour le compte de Bordeaux Métropole. Voilà. Donc en présentation rapide du patrimoine métropolitain, donc Bordeaux Métropole, enfin les systèmes d'eau et l'assainissement sur Bordeaux Métropole, on traite 28 communes en assainissement, 23 en eau potable. Et nous avons 4000 km, enfin plus que ça, un peu plus de 4000 km de réseau en assainissement et 3000 en eau potable. Et là, c'est le slide qu'on voit ici. Nous avons 6 stations d'épuration sur notre territoire. Donc on va représenter ici sur le slide. Et c'est sur ces 6 stations que nous allons insister après sur les optimisations énergétiques qu'on fait sur notre territoire.
Merci. Cyril Préton-Vaquier, la Sabom. Il n'y a pas matière, il n'y a pas manière à faire des usines de potabilisation, des systèmes de distribution d'eau qui consomment peu de choses. De toute façon, ce sera énergivore. Bonjour à tous. Donc oui, pour revenir sur la présenter présentation de la Sabom, donc c'est une filiale de Veolia qui est en charge, donc, comme l'a dit Emmanuel, du contrat d'assainissement et de gestion des eaux de pluie urbaines pour cette année de 2019 à fin 2025. Donc on est 235 salariés environ à travailler sur ce périmètre-là. Pour rejoindre différentes personnes qui sont mentionnées, qui ont précisé un certain nombre de choses, sur les 6 stations d'épuration, globalement, on va consommer, j'aime moins parler en euros qu'en gigawattheures, donc on est à 40 gigawattheures. Et ça va permettre également de présenter tous les dispositifs qui ont été mis en œuvre sur ce beau territoire de Bordeaux Métropole. Comme la biométhanisation, la cogénération, le développement photovoltaïque. Voilà. Et forcément, on a des installations qui ont besoin d'énergie et qui sont gourmandes en énergie, même si on travaille énormément à faire baisser ces consommations, être le plus sobre possible. Malgré tout, on a besoin de ce carburant-là. Mais on peut faire baisser, il y a des techniques, des technologies, des façons de faire, mais on va être à la marge du trait, on peut économiser 20, 30, 40% par des nouvelles techniques. Oui. Non, je vous pose la question. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, mais quoi, par exemple? Alors, là, ce qui a été fait donc, sur le territoire, si on revient sur la diapositive qui présente l'ensemble du territoire. Il y a la Zapette qui est là. Ah, d'accord, merci beaucoup. Alors, voilà, vous l'avez. Celle-ci. Donc je laisserai donc sur le territoire de Bordeaux Métropole, il y a 6 principales stations, enfin il y a 6 stations d'épuration, pardon. Il y a la principale qui est à Louis-Phare, qui est non loin d'ici, et celle de Clos-de-Hille qui est à Bègles. Celle de Clos-de-Hille, je laisserai Emmanuel préciser l'énorme projet qui a eu lieu concernant l'installation et la conversion du biogaz en biométhane. Donc Sabom, durant ce contrat, n'a eu de cesse que de conseiller au mieux Bordeaux Métropole son client. Et donc si pendant un certain nombre d'années les plus grosses installations avaient des dispositions pour valoriser entre autres le biogaz qui est issu du traitement des boues, mais des stations de taille plus modeste, même si on parle de entre 60 et 100 000 équivalents habitants, n'en avait pas. Donc le constat qu'on a fait, qui était partagé avec la métropole, c'est de dire, vu le réenchérissement du prix de l'énergie, il n'est plus possible de continuer de torcher, donc de brûler ce biogaz excédentaire, et donc on a accompagné... Pourquoi? Parce que ça consommait l'énergie, parce que c'était du gâchis, parce que vous avez dit on va le réutiliser. Exactement, on va le réutiliser. Ouais. Donc par exemple sur la station qui est à Ésine, Cantinol, qui est sur la gauche, là on est en passe sur le second semestre 2025 de mettre en place un dispositif de cogénération containerisé. L'idée de la containerisation, c'est d'aller plus vite que par la construction de bâtiments. Et donc cette unité va produire 2 gigawattheures par an d'électricité, là où la station en consomme autour de 4. Concrètement, le container, vous le branchez à quel endroit de la station? Alors, à proximité immédiate du gazomètre qui récupère le biogaz issu du traitement des boues. Et ensuite, cette unité-là va permettre de produire de l'électricité qui va être réinjectée sur le réseau Enedis. Donc pas autoconsommée, mais peu ou prou ça revient au même. En tout cas, il y a 50% de la consommation du site qui va être couverte par cette production. Et précédemment, le maintien en température du digesteur, le chauffage des bâtiments, le maintien en température également d'un stockage de graisse, va être fait grâce à la chaleur fatale récupérée de la cogénération. Donc on va passer d'un dispositif où 80% du biogaz était malheureusement torché, partait dans l'atmosphère, émettait du CO2, à une valorisation globale. Voilà. Vous avez cité un mot qu'il va vous falloir définir, la chaleur fatale. Voilà. Je vous laisse le faire.
Mais cette chaleur fatale, c'est celle qu'on ne va pas pouvoir réutiliser et qui est perdue. Et donc on lutte sans cesse contre cette chaleur fatale, justement. Voilà. Dans les bâtiments, chaleur fatale, c'est par exemple la grille du frigo qui est toute chaude, et bon, on va récupérer la chaleur pour chauffer quelque chose. Et ce qui se développe de plus en plus, la chaleur fatale émise par les ordinateurs, les data centers, etc., pour chauffer un bâtiment. Monsieur Jarry, la chaleur fatale, vous allez la chercher, vous, je crois, dans les eaux de rejet dans la rivière? Alors, effectivement, on a fait plusieurs choses sur la station principale d'épuration de Limoges. On a 54 systèmes d'assainissement. On en a une très très grande qui est à Limoges, qui représente 285 équivalents habitants. Et on en a 53 autres très petites qui vont de 40 équivalents habitants à 3500 équivalents habitants. Donc il y a eu un gros travail de fait effectivement d'optimisation énergétique sur la station principale. Sur le premier projet, on vient de réceptionner les travaux, 30 millions d'investissements, subventionnés à hauteur de 13 millions par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, sur lequel, premier plan, optimisation énergétique, consommation électrique, moins 20%. On vient de faire les tests de réception et on va bien arriver à cette performance de moins 20%. Et également création de récupération du biométhane, avec revente au niveau direct du réseau gaz de ville. Et donc là, c'est une recette d'1,5 million par an. Donc coût d'investissement moins les subventions par rapport aux recettes, retour d'investissement sur 10 ans. Et au bout de 10 ans, on a une recette de 1,5 million qui tombe chaque année et une baisse de la facture d'électricité de 20%. Donc effectivement, donc, très grâce à la significatif. revente, l'injection sur le réseau du biogaz, c'est ça. Donc ça, c'est le premier projet qui est en train de se finaliser. Mais je reviens à la chaleur fatale, là, ça effectivement, représente beaucoup de choses. Et deuxième projet qui est en cours, effectivement, on a le rejet effectivement dans la Vienne, qui est effectivement en moyenne autour de 18 degrés chaque année. Et la création d'un réseau de chaleur. Donc on a la chance d'avoir une direction transition énergétique au sein de Limoges Métropole qui accompagne effectivement ces différentes transitions. Donc création d'un réseau de chaleur, 14 km, ça doit être 5000 équivalents habitants. Et on va venir récupérer effectivement les calories des rejets effectivement vers la rivière. Vous récupérez, cette eau, elle est à combien de température? À quelle température? Donc 18 degrés. On va récupérer les calories. Ouais. Ça sera du coup après rejeté autour de 11 degrés. Et le réseau de chaleur va être alimenté par de l'ordre 40 à 50% effectivement par les calories, par cette chaleur fatale du rejet effectivement dans la rivière. Et avec l'ensemble de ces actions... Et le reste est alimenté comment pour le Et réseau le de chaleur? reste, du coup, il y aura une chaufferie biomasse en complément effectivement qui va venir compléter le réseau. Et quand on fait l'ajout effectivement de ces deux projets, on viendra compléter avec des panneaux photovoltaïques dans quelques années. On va très sérieusement se rapprocher effectivement de la réglementation et de l'objectif de la DRU numéro 2, la directive européenne numéro 2, qui impose aux stations d'épuration de plus de 100 000 équivalents habitants d'être à la neutralité énergétique en 2045. Mais ça vous paraît... elle fait peur à tout le monde, la DRU 2. On voit un mur d'investissement, ça vous paraît jouable? Alors sur ce critère-là, on a un coup d'avance, on est bien. Il y a d'autres paramètres dans la DRU qui nous embêtent plus. Mais ça sera un autre sujet. On en parlera tout à l'heure. Madame Bray, et vous, qu'avez-vous fait? Panneaux solaires, biogaz, cogénération, dites-moi tout. Alors moi, je me sens la petite, alors en taille, mais aussi en station d'épuration. Nous, notre plus grosse station d'épuration, elle fait 60 000 équivalents habitants. Oui, c'est ridicule. Voilà, elle est sur l'île d'Oléron où il n'y a pas de réseau de gaz, donc du coup, et qui fonctionne à plein régime 2 mois par an, quand il y a beaucoup de vacanciers sur l'île d'Oléron. Donc on n'a même pas la capacité de générer du gaz qui pourrait nous permettre un jour d'être neutre. Donc nous, on est la première étape, je l'ai dit tout à l'heure, c'était connaître nos consommations d'électricité. Et avant d'aller essayer de substituer, on a essayé de réduire. Et donc ? Alors, sur l'eau potable, nos stations étaient plutôt pas mauvaises, les audits énergétiques. Donc on avait quand même, vous l'évoquiez tout à l'heure, quelle solution on a, des variateurs de vitesse. Nous, on est un territoire un peu touristique, donc on a des variations entre l'hiver et l'été assez importantes. Donc c'était vraiment d'adapter les pompes
au temps de fonctionnement, au point de fonctionnement, au débit nécessaire, d'en avoir 1, 2 ou 3 pour qu'elle fonctionne vraiment à leur bon régime, ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Et ensuite, donc on avait quelques points où il fallait rajouter des variateurs, mais c'était limité. Par contre, sur l'assainissement, on le voyait sur le graphique tout à l'heure, plutôt des stations pas terribles d'un point de vue ratio INRAE. Et donc, on a cherché à optimiser ce système d'aération. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'avec les données qu'on a sur nos stations, on ne peut pas trouver un système, alors j'allais pas dire plus intelligent que nous, mais plus rapide que nous dans l'intelligence. Donc on est allé voir l'intelligence artificielle et on s'est tourné vers un système qui s'appelle Pure Control, qui nous accompagne. Voilà. Donc on a 60 stations Beau activées, donc on n'est pas parti sur les 60. On a fait un partenariat d'achat innovant sur 1 an, sur 8 stations d'épuration, où on a regardé si le système d'intelligence artificielle pouvait optimiser notre consommation d'électricité. Et alors, c'est le cas. L'intelligence artificielle, on en a parlé tout à l'heure, c'est parfois on l'utilise à mauvais escient. On pense qu'elle va nous sauver, qu'elle va remplacer l'homme, qu'elle va forcément être la bonne solution. C'est pas toujours le cas, et manifestement chez vous, oui. Mais pourquoi? Parce qu'elle a analysé. En fait, c'est une intelligence artificielle qui, c'est un cerveau humain plus rapide là. C'est-à-dire qu'on a déjà les données sur notre station d'épuration. Ce qui n'est pas assez rapide, le vôtre. Non, a priori. Et surtout, notre système d'automate habituel qu'on a sur nos stations d'épuration n'est pas assez rapide. C'est-à-dire qu'on lui fixe des règles, des temps de fonctionnement, et c'est pas très optimisé, puisque du coup, vous le voyez là sur le graphique, c'est vraiment une optimisation de temps de démarrage et de temps de fonctionnement de l'aération. C'est juste ça en fait. Oui. C'est là où on peut gagner. Alors, on peut gagner là en kilowattheure, comme c'était évoqué, et ensuite, on va optimiser heure creuse, heure pleine par rapport au tarif et diminuer la partie facture. Et ça, c'est pareil, c'est des choses que nous, on ne faisait pas parce que nos automates, ils utilisent les données qualité, les données de débit et pas du tout les données de tarif de l'électricité. Donc, c'est ça l'apport de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est capable de prendre plusieurs tableur Excel, que nous, le cerveau, si on en a 15 à regarder en même temps, on a du mal. On a des gens très forts en Excel. Mais pour autant, c'est vrai que... Et puis, ça fonctionne la nuit, ça fonctionne le week-end, quand on n'a pas de gens sur place. Et donc ça permet effectivement d'optimiser. Donc là, on a testé sur 8. Et on va basculer sur une trentaine de stations d'épuration. Pourquoi pas nos 60? Parce que en dessous de 3000 équivalents habitants, il n'y a pas vraiment de gain entre l'installation du système en coût par rapport à la rentabilité et le gain effectif. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. On a des petites factures d'électricité sur ces sites. Donc ça, c'est notre première action, réduire. Et l'action suivante... Pardonnez-moi, mais on en a parlé, je fais référence au débat d'avant. C'est un système aussi prédictif, auto-apprenant, qui vous permet de prévoir la consommation énergétique eu égard à préanalyse des données, à la charge à venir pour les stations d'épuration? À 24 heures. Donc ça nous permet... Mais c'est... Alors, nous, on a territoire touristique. Suivant les stations d'épuration, les cas sont un peu particuliers. Week-end de l'Ascension, les stations d'épuration de l'île d'Oléron, en quelques heures, le débit double. Donc l'intelligence artificielle, d'année en année, elle va prédire, sauf que le week-end de l'Ascension, l'année dernière, c'était le 8 mai, là, c'était le 26 mai, enfin, ça sera le 30 mai. Donc, elle doit voir plusieurs années pour anticiper ça. Quand vous êtes sur une autre station, on a Tonnet-Charente par exemple, fonctionnement classique, là il va pouvoir anticiper beaucoup plus. Donc c'est vraiment l'intérêt du système, c'est qu'il est auto-apprenant et qu'il va s'adapter au système d'assainissement. Donc, je reviens vers vous, Monsieur Prattan-Vaquier, je vous voyais commenter ce graphique. Non, j'acquiesçais. La pierre angulaire de ces dispositifs, c'est vraiment de réussir déjà à être le plus sobre possible et à consommer quand il y en a besoin. Voilà. Et au meilleur tarif. Ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on fait depuis quelques temps, et c'est vrai que l'intelligence artificielle permet d'apporter ça. Et ensuite, ces installations-là, surtout les plus importantes, deviennent des hubs énergétiques. C'est-à-dire que pendant des années, on a, et ce qui est normal, réglementairement, on se doit d'être irréprochable, ce que les services font. Et après, c'est de se dire, d'un point de vue rejet, et après, c'est de se dire, mais et tout ce vivier d'énergie, comment on l'a converti pour développer ces hubs énergétiques?
Et le sujet qui a été fait à Claude Hilde est vraiment une On va y référence en la matière. Ne vous inquiétez pas, on y vient. Voilà, mais aucun problème. Et sur Bordeaux Métropole, ce que moi je peux aussi dire, c'est que dans ces projets-là, donc il y a eu cette cogénération. La métropole est lancée dans un développement du photovoltaïque qui est très important. Et donc on a œuvré, Veolia, Sabom, avec la métropole pour essayer de voir comment les installations du service d'assainissement et de gestion contre les inondations pouvaient participer. Donc cette DRU2 fait que l'implantation sur les stations d'épuration a plutôt été conservée par rapport aux futurs investissements et aux besoins de fonciers. Et donc une des réalisations a été là, qui est en passe d'arriver, la couverture de 300 mètres carrés d'une toiture sur un poste de relèvement, et qui là encore va permettre en autoconsommation d'apporter 20% de la consommation du site. Donc c'est sur le site de Noutari, non loin d'ici, à Bègles également. Voilà. D'accord, Madame Bray, c'est un des endroits les plus ensoleillés de France, hein, les Charentes-Maritimes. Vous avez mis des panneaux solaires partout? Et oui, alors partout pas encore, mais on y arrive. Donc effectivement, après avoir réduit, là, il reste, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, et c'est le thème de la conférence, on sera toujours un consommateur d'électricité. Donc il faut essayer de réduire et puis essayer après de diversifier les ressources. Donc si on peut, par de la cogénération sur le site, nous c'est un peu petit, donc on est plutôt parti sur des panneaux solaires où on arrive à couvrir entre jusqu'à 30% de la consommation. Donc là, l'exemple que je vous ai mis, c'est sur l'île d'Oléron où on a pu mettre une centrale au sol, mais on a aussi des projets en toiture, des projets, on a un projet de tracker photovoltaïque, hein, c'est un truc des panneaux qui là, bougent voilà. Avec le soleil. C'est très gros, hein, c'est 5 mètres carrés qui bougent, hein, c'est pas tout petit, mais l'idée c'est suivant la place, on essaye de mettre ce qui va. Alors suivant la place et les contraintes locales, donc en Charente-Maritime comme ailleurs, on a la loi littorale. C'est pas facile de mettre des équipements au sol, en toiture. On a, comme tout le monde, dans certains éléments de Architectes Bâtiments de France, on a des sites classés pour l'environnement comme l'estuaire de la Charente. C'est des procédures un peu longues, mais le gain, c'était évoqué tout à l'heure, ça peut être jusqu'à 30% de consommation d'électricité. Donc on y va. Faut persévérer, on en a parlé, mais c'est le gain, il est au bout. C'est des installations au final très simples. Hein. Pour un exploitant de station d'épuration, faut l'associer, que ce soit au système d'intelligence artificielle ou aux panneaux solaires. Il ne faut pas qu'il se sente dépossédé de sa station d'épuration. L'enjeu premier, c'est la qualité du rejet et la continuité de service. Mais des panneaux au sol, c'est très simple. Hein. C'est un truc de béton avec des panneaux solaires, onduleur et une armoire électrique. Quoi. Oui, certes, mais il faut avoir le foncier. Alors, il faut avoir le foncier. Donc ça, le central au sol... Dans le cadre du ZAN, mine de rien, c'est du foncier que vous aviez mis de côté? Alors, sur les stations d'épuration, alors nous, on a la chance d'être plutôt dans un monde semi-urbain rural, où quand on achète une parcelle, c'est souvent un ancien champ, donc on a une grande parcelle. Donc, on achète quelque chose qui nous permet d'être dévolutif par rapport à l'urbanisation. C'est l'enjeu premier, des habitants complémentaires, des eaux usées à traiter. Et ensuite, on a... tout souvent un peu de place. Celle où on va mettre le tracker photovoltaïque, c'est qu'on n'a pas de place. Donc pas de place, on va chercher quelque chose qui prend pas de place au sol, ce qui n'est pas le cas de l'exemple ici. Monsieur Autreux, c'est à vous. Voilà, Claude Hilde, la valorisation du biogaz. Ouais, l'idée, c'était de vous faire une présentation sur un cas concret qu'on a réceptionné au niveau de travaux l'année dernière. Alors, est-ce qu'on peut mettre la deuxième slide de notre présentation? Ça va arriver. Voilà, Caroline super. qui est derrière. Merci, Caroline. Voilà, donc pour expliquer, la station d'épuration de Claude Hilde, ça a été évoqué tout à l'heure, 410 000 équivalents Monsieur habitants. Autreux, mettez bien le micro sur le menton plutôt. 410 000 équivalents habitants. Donc on voit muni au niveau de son process actuel de digesteurs. C'est ce qu'on voit en haut à droite. Donc des grandes cuves métalliques dans lesquelles on produit un gaz vert qu'on appelle le biogaz. Ce biogaz, il est constitué de méthane, de CO2, d'impuretés. Depuis des nouvelles réglementations qui ont eu lieu il y a un peu moins de 10 ans, il y a possibilité d'injecter ce biogaz après traitement dans le réseau de gaz naturel pour faire du chauffage. Voilà, donc il y a eu des réflexions maintenant, il y a 7-8 ans, sur la valorisation de ce biogaz sur cette station d'épuration. Avant, ce biogaz, il était utilisé pour des besoins internes.
c'est-à-dire qu'on l'utilisait pour réchauffer le digesteur, par exemple, donc c'est ce qu'on voit là sur le schéma, pour des besoins de process, le sécheur thermique, et également pour du chauffage des locaux de la station d'épuration. Le problème qu'on avait, c'est que quand on était en été, on avait trop de biogaz, donc on le torchait, comme c'était expliqué tout à l'heure, on l'envoyait aux petits oiseaux. Et puis, quand on était l'hiver, on était obligé d'importer l'énergie parce qu'on n'avait pas assez de biogaz. Donc, ce n'était pas une solution qui était complètement satisfaisante au niveau énergie. Comme vous voyez en bas à droite, vous voyez le site de la station d'épuration en bleu, et vous voyez qu'elle est juste en face de l'usine d'incinération des ordures ménagères en vert. Et qu'au milieu, il passe un réseau de gaz naturel. Donc l'idée, c'était de faire un projet 2 en 1, c'est-à-dire de faire une synergie entre les 2 outils industriels, donc l'UIOM et la station d'épuration, et également de transformer donc le biogaz pour l'injecter dans le réseau de gaz naturel en le transformant en biométhane. Donc ce schéma a été synthétisé là, par le plan que vous voyez au milieu. Donc on part de l'usine d'incinération des ordures ménagères, donc qui produit de la vapeur. Donc on revient sur les histoires de chaleur, d'énergie fatale tout à l'heure. On réutilise cette vapeur pour tous les besoins internes de la station d'épuration, donc ce que faisait le biogaz avant, donc que ce soit le digesteur, le sécheur ou le chauffage des locaux. Et du coup, la station consomme moins. La station consomme moins, tout à fait. Et on récupère tout le potentiel biogaz. Donc sur une station de 410 000 équivalents habitants, voilà, c'est une grosse quantité. Qu'on injecte, qu'on traite. Donc on a choisi un traitement aux amines. Donc on la débarrasse de la partie dioxyde de carbone et impureté. On garde que la partie CH4, donc à 99%. Et avec ces conditions, après accord, on a une usine de contrôle qui est gérée par notre gazier qui s'appelle Régaz. On peut l'injecter dans le réseau de gaz naturel. Ça correspond à 30 gigawattheures par an. Et ça permet de chauffer. Donc on a le quartier Euratlantique là sur Bordeaux qui a poussé juste à côté. Donc on chauffe des logements de type BBC à hauteur de 8500 logements. Donc qui est chauffé grâce à ce biogaz transformé en biométhane. Voilà, donc ça c'est ce chantier qui a été terminé donc il y a 2 ans, qui permet d'avoir une vision durable avec une synergie avec le site à côté et d'avoir une notion d'économie circulaire sur l'ensemble des déchets produits par la métropole. Alors, comme le dit... Pourquoi vous ne chauffez que des logements BBC? Parce que justement il y avait question de rentabilité énergétique, de rendement énergétique. En fait, c'est le réseau qui va vers des logements BBC, mais c'est une estimation, c'est pour caractériser, si vous voulez, le nombre de logements auxquels ça correspond. Et donc, si on résume en quelques mots, moi, j'ai mon ancien directeur général qui disait ça, alors c'est un peu simpliste, mais ça reste vrai. Je vous la laisse. Je vous laisse le dire, alors. Non. En fait, en tirant la chasse, on produit donc des déchets qui sont traités sur une station d'épuration et qui permettent de chauffer des logements. Voilà. Donc, c'est un récapitulatif, ce qu'on appelle l'économie circulaire, de traitement des déchets globalement sur ce système de collecte. Donc ça, c'est le premier point qu'on voulait aborder. Donc un cas concret, donc une affaire réceptionnée il y a 1 an. Après, tout à l'heure, on parlait de DRU2. Donc un petit mot sur la DRU2 concernant les actions de Bordeaux Métropole. Alors, la DRU2, effectivement, c'est une petite révolution pour le monde du traitement de l'eau, avec des caractéristiques, des seuils de rejet qui sont revus vraiment à la baisse. On nous demande de traiter beaucoup plus que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est une première chose. On parle de l'azote, du phosphore, des micropolluants. Et puis également, on demande une neutralité énergétique. Problématique qu'on a sur ces 2 sujets, c'est qu'ils ne vont pas dans le même sens. On comprend bien que s'il faut traiter plus, le sujet, il faut consommer plus d'énergie. Enfin, voilà. À moins qu'il y ait des ruptures technologiques qui ne sont pas encore connues, ça va de pair. Donc l'idée, on a lancé il y a maintenant un peu plus d'1 mois un schéma directeur de nos stations d'épuration. Donc si on revient sur le slide précédent, on a vu qu'on avait 6 stations d'épuration sur la métropole, donc qui correspondent en tout à un traitement de 1,2 million équivalents habitants. Donc l'idée, sur ce schéma directeur, nos stations d'épuration arrivent quelques-unes en fin de vie. L'idée, c'était de relancer un programme de travaux avec toutes les problématiques liées à la DRU2, donc qui ont trait notamment avec l'énergie, dans la gestion des boues aussi, pour arriver à un plan d'action concret sur les 10-20 prochaines années. Voilà. Donc ce travail a débuté il y a 1 mois maintenant et sera livré dans 2 ans.
Et c'est un sujet placé au niveau politique, puisque les investissements sont énormes. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement pour mettre à jour notre parc et être en conformité avec la DRU2. Et le dernier sujet dont je voulais parler aussi, donc Cyril Printemps-Vaquier a parlé tout à l'heure de la station de Cantinol. On a un projet également d'extension et de mise aux normes de station d'épuration qui est débuté, qui est hors du schéma directeur. C'est la station que vous voyez au milieu sur la commune de Blanquefort, qui s'appelle Lille, où on fait une extension de 55 000 équivalents habitants sur une station existante de 66 000. Et là, on est en train d'écrire le cahier des charges avec une attention particulière portée sur l'énergie. Ce sera l'un des enjeux de cette consultation pour justement aller plus loin que cette notion d'objectif de bilan carbone neutre et d'avoir une station à énergie positive. Voilà. C'est notre enjeu et on se lance donc dans cette consultation pour laisser répondre les entreprises et avoir un meilleur traitement énergétique possible en lien avec le traitement de l'eau. Voilà ce que je voulais vous dire. Station à énergie positive, c'est un fantasme ou c'est possible? Alors, toujours pareil, ça dépend aussi. Enfin, il y a une chose qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'est-ce qu'il faut traiter. Enfin, on parle beaucoup d'énergie, mais il faut aussi revenir à la filière eau. Qu'est-ce que j'ai besoin de traiter sur ma station? Il se trouve que sur cette station, on rejette aujourd'hui dans l'estuaire de la Gironde par une canalisation et que nos contraintes de traitement sont moins fortes que ce que ça peut être dans d'autres régions, par exemple. On ne traite pas l'azote, par exemple. Et donc, moi, je considère que dans ce cas de figure, effectivement, une station énergie positive, c'est tout à fait envisageable. Juste à cette station aussi, on va ajouter un digesteur. Donc, vous avez vu sur l'autre station ce que ça peut représenter. Et on va valoriser, bien sûr, le biogaz en biométhane dans le réseau qui passe à proximité. Monsieur Jarry, ça a l'air complexe et on a l'air de rajouter de la complexité à la complexité pour gratter des calories, gratter des kilowattheures. Ça fait des systèmes qui sont plus difficiles à gérer qu'avant. Alors oui, c'est indéniablement effectivement la gestion de l'énergie était une thématique il y a quelques années qui n'était pas abordée, pas connue. C'était une ligne budgétaire qui était là, qui variait pas. Et effectivement, on ne faisait pas beaucoup attention. C'est la guerre en Ukraine qui a fait prendre conscience de. Alors la graine en Ukraine par rapport au côté du gaz qui a explosé effectivement, et ce parc nucléaire et le parc nucléaire français qui s'est retrouvé effectivement à rénover ses réacteurs nucléaires. Je crois qu'à l'époque c'était 50%. On l'oublie, mais le gouvernement nous demandait à un moment donné de regarder la consommation sur une application sur son téléphone et éventuellement effectivement de couper ses appareils. On avait un peu peur qu'il y ait effectivement une coupure grave. Alors c'est pas très longtemps, on a tendance à l'oublier, on n'est absolument pas à l'abri que ça revienne pas. Donc là les cours d'électricité redeviennent, aujourd'hui on est en tout cas Limoges Métropole, on est revenu à 90 € le mégawattheure électrique, donc ça redevient plus raisonnable. Mais oui, aujourd'hui c'est clairement une donnée d'entrée extrêmement importante dans le pilotage et de la gestion de la compétence assainissement et également eau potable, absolument. Mais en termes techniques, est-ce qu'il n'y aura pas un seuil de complexification technologique au-delà duquel on aura du mal à piloter finement une station? Ou alors il faudra embaucher beaucoup de gens, il faudra beaucoup de robots, beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est des installations qui vont rester relativement simples à piloter? Alors, moi, en réalité, j'arrive dans le monde de l'eau et de l'assainissement depuis quelques mois. Donc, vous avez un regard frais. Donc moi, je trouve que c'est pas forcément déjà simple, piloter, exploiter une station d'épuration. Alors, qu'elle fasse 40 équivalents habitants de mode très rustique, où on croit qu'on n'a rien à faire, mais en réalité, il y a des choses à faire, à une station de 300 000 équivalents habitants, il y a beaucoup de technicité, d'expertise, déjà dans le domaine de l'eau en lui-même, quoi. Donc effectivement, l'énergie vient, on en rajoute. Après, on a des entreprises privées, des experts qui interviennent déjà depuis un moment sur ces thématiques-là. On a parlé de l'intelligence artificielle avec des logiciels qui vont venir nous aider. Les uns et les autres, on se forme en continu sur cette thématique. Donc on va y arriver. Les technologies aujourd'hui, elles sont quand même matures. Le photovoltaïque, c'est plus un sujet. Le biogaz, on vient de montrer qu'effectivement, c'est plus un sujet. Donc non, on y arrive. Nous, on a effectivement d'autres réflexions. On imagine développer une turbine au niveau d'un réseau de canalisation d'eau brute
qui vient de nos réserves vers la station d'eau potable. Et là où effectivement aujourd'hui à un endroit on vient casser la pression, on passe de 10 bars à 2 bars, on vient de lancer l'appel d'offres là pour installer une turbine. Parce que l'eau elle descend, elle vient d'où, elle chute sur une turbine. Exactement, tout à fait, on est en gravitaire. Et donc elle prend de la vitesse et du coup effectivement il faut venir casser cette pression. Et là aujourd'hui où cette énergie effectivement disparaît, pas récupérée, on l'espère 2 ans, on aura une turbine à cet endroit-là qui nous permettra de créer de l'électricité en autoconsommation collective et qui viendra effacer 30% de la consommation de la station d'eau potable. Donc il y a encore des exemples comme ça effectivement. Donc la neutralité énergétique inscrite dans la DRU2, elle vous semble accessible chez vous? Alors, accessible, Limoges Métropole sur la station principale, on a de la chance qu'on a le réseau de gaz de ville à côté, qu'on a un réseau de chaleur qui va se créer. Voilà. Et avec ces 2 conditions-là, effectivement, on devrait y arriver. Toutes les stations, effectivement, ne sont pas dans cette configuration-là. Donc je ne me permettrai pas de parler pour d'autres configurations. On a cette chance-là, effectivement. Dans la DRU2, on a d'autres problématiques. On a parlé des micropolluants. Il va falloir qu'on regarde ça de plus près pour regarder comment ça va se passer. On a les déversements dans les milieux naturels qui vont passer de 5%, le seuil à 2%, qui est d'autres problématiques. Bon, y a la DRU2, effectivement, vient monter le niveau d'exigence encore plus haut. Ouais. Enfin, le chiffre que vous donnez, c'est l'irruption d'eau pluviale dans le réseau d'assainissement, c'est ça? Je sais plus. Alors c'est les déversements des réseaux d'assainissement vers le milieu naturel. C'est ça, d'accord, pardon. Qui va effectivement s'abaisser. Et même si c'est quelques pourcentages, on a fait l'exercice pour Limoges Métropole. Aujourd'hui, on est à 4%. Demain, pour être à moins de 2%, c'est 25 millions d'euros d'investissement. Oui, bon, c'est pas grand-chose. Hein. Mais effectivement, vous aviez tout sur place, vous avez des réseaux, vous avez l'UIOM en face de la station, le réseau de chaleur était déjà là. Hortense Bray en zone rurale, en zone plate, oui, c'est plus compliqué. Est-ce que la neutralité énergétique, la DRU2, vous dites, ben non, on n'y arrivera pas, on va se prendre des amendes? Alors, la DRU2 sur la neutralité énergétique, le premier seuil est à 100 000 équivalents habitants, donc on n'est pas concerné. Et après, il y a le deuxième seuil à 10 000 équivalents habitants et on regarde parce que même si on met des panneaux photovoltaïques, on a des périodes où l'énergie solaire, elle ne va pas couvrir nos consommations d'électricité. Donc après, les technologies ont le temps d'évoluer avec peut-être du stockage un petit peu plus performant sur des kilowattheures. Vous pensez à quoi? Donc des batteries de stockage, mais qui génèrent du risque incendie supplémentaire sur déjà une installation industrielle. Donc, mais nous, on a un horizon un petit peu plus lointain que la 100 000 équivalents habitants, donc les technologies ont le temps d'évoluer. Donc pour l'instant, on poursuit notre programme de maîtriser notre facture d'électricité, donc d'être en autoconsommation sur nos sites dès qu'on peut mettre des panneaux sur nos nouveaux ouvrages, les ouvrages réhabilités et les stations qui sont déjà existantes. On essaye de tester toutes les technologies qui nous permettent de réduire déjà de 30 à 40% la consommation d'électricité. Donc il nous restera un seuil. Ensuite, on attend la retranscription parce que vous savez, des fois, entre le texte européen et la retranscription en droit français, il y a quelques ajouts, quelques écarts. Donc on essaye d'attendre de voir ce qui sera vraiment dit. Est-ce qu'on peut mutualiser sur plusieurs stations? Est-ce que vous avez franchement le temps d'attendre, d'espérer un fléchissement dans la mesure où de toute façon il faudra dépenser des sous, où l'objectif final sera toujours le même? Alors nous, l'azote et le phosphore, on est déjà concernés par exemple sur l'île de Ré. Donc un abaissement d'un facteur 3-4, je crois. Nous, on a déjà une problématique de milieu sensible où on traite ces paramètres, donc on sait évaluer le coût et l'impact potentiel si ça devait s'ajouter sur nos autres stations d'épuration. Donc on fait pareil que nos collègues, on a pris les textes, on regarde ce que ça veut dire. Mais sur la neutralité énergétique, il y a besoin des ajustements. Aujourd'hui, on a choisi de porter l'investissement sur nos ouvrages et d'autoconsommer. On pourrait aussi avoir des très grands espaces où on met à disposition du foncier. On l'a fait sur notre parking, on a des ombrières photovoltaïques. On n'a pas investi, on met à disposition notre parking à quelqu'un qui porte l'investissement. Est-ce que ça rentre dans l'autoconsommation ou pas? Les textes ne sont pas si clairs que ça. C'est pour ça que je dis on attend un petit peu pour avoir toutes les pistes. Par contre, pour les traitements azote et phosphore, pareil que les collègues, on s'est déjà projeté sur quel est l'impact sur nos stations.
Parce que ça rajoute des consommations électriques qu'on essaye de réduire. Évidemment. Monsieur Autreux. Ouais, juste ce qu'on peut dire en complément, c'est la grosse nouveauté de la DRU2, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait un lien entre la station d'épuration et le milieu récepteur. C'est-à-dire qu'il y avait un lien, ça s'appelle la directive 4 sur l'eau. La grosse directive de la DRU2, c'est que pour les stations qui sont supérieures à 150 000 équivalents habitants, le lien n'existe plus. C'est-à-dire que vous rejetiez en mer, comme par exemple à côté de chez nous, le bassin d'Arcachon, ou que vous rejetiez dans la Gironde, ou que vous rejetiez dans un cours d'eau qui est très petit et très sensible, bah, c'est la même chose. On vous demande le même niveau de rejet. Et c'est ça le changement de paradigme qui se fait avec cette DRU2. Et c'est ça qui a été accordé par l'Europe, parce que si on revient sur ce texte, aujourd'hui c'est un texte qui a été voté par l'Europe en octobre dernier. La transposition en droit français, c'est pour ça que mes collègues parlaient de ça aussi, se fait sous 2 ans. Aujourd'hui, le texte applicable en France, on ne l'a pas, mais on considère, je pense à juste titre, qu'il ne sera pas moins performant que ce que demande l'Europe. Voilà. Donc voilà, donc le sujet, on l'a. Mais c'est vraiment ce changement de paradigme entre le milieu récepteur, le lien entre le rejet et la station d'épuration. C'est vraiment ça qui change la donne. Et par exemple, pour les stations comme Bordeaux, mais alors comme le CIBA, comme bassin d'Arcachon aussi, comme Nice, comme Montpellier, comme d'autres, bah, aujourd'hui, on traitait uniquement le carbone. Voilà. Donc, par exemple, là, ce qui était présenté, il traite déjà l'azote. Donc, la marche est différente à faire. Et dans les simulations, nous, c'est pour ça qu'on mène un schéma directeur à hauteur de nos steps. Cet impact est très important et doit être en lien avec, effectivement, l'objectif de neutralité énergétique. Voilà. C'est tout l'enjeu des études que nous, on a lancées et dont on attend les résultats donc, sous 2 ans. Et puis le traitement des microparticules consomme de l'énergie. L'osmose inverse, c'est un gouffre énergétique, sans parler du traitement des charbons actifs. Oui, il y a plein de contradictions faites dans la DRU2. Faites des économies, mais en traitant plus. Et avec des traitements qui consomment beaucoup. C'est ça. Et il faut bien avoir en tête aussi qu'il y a 2 types de traitements. Il y a les traitements, ce qu'on appelle en culture libre, donc les boues activées que vous pouvez voir régulièrement. Donc, à Limoges, par exemple, c'est une boue activée. Et les traitements en culture fixée. Donc, ce qu'on a sur Bordeaux. Pourquoi on a fait de la culture fixée? C'est des choix à un moment qui ont été faits. Mais en fait, c'est des choix qu'on a faits parce qu'on n'avait pas de place. Quand vous avez une station qui est à Bègle, à côté, donc, sur le site de Claude Wild, ou une station comme Louis Fargue, qui est au bassin à flot à Bordeaux, tout est entouré d'habitations. Voilà, il y a très peu de place. Et donc, on est obligé, contraint, d'avoir des techniques intensives. Donc, ces techniques intensives, elles nécessitent plus d'énergie. Voilà. Et donc, l'objectif d'arriver à être neutre, bah, ce n'est pas le même suivant les territoires. Monsieur Printemps-Vaquier. Oui, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai que tous ces chiffres peuvent paraître très importants, mais autour de ces investissements, et là je rends hommage aux maîtres d'ouvrage qui ont cette responsabilité, ces investissements, c'est aussi la garantie demain. Surtout qu'on est sur des dispositifs avec un temps de retour sur investissement qui n'est pas monstrueusement élevé. À Cantinol, on est sur 6 ans. À Noutari, qui est un projet plus modeste de photovoltaïque dont on pourra peut-être montrer l'implantation sur la toiture, on est un peu plus de 10 ans. Mais c'est une garantie pour les maîtres d'ouvrage, pour les communautés d'agglomération, pour les métropoles, de maîtriser sa facture énergétique à l'avenir, surtout quand on autoconsomme, et de vraiment développer en plein ce gisement qui est là à disposition et pour lesquels, d'abord, tout particulier se pose bien cette question quand il décide de mettre des panneaux sur sa toiture. Donc c'est la même chose pour des structures bien plus importantes. Donc voilà, mais tous les exemples montrent que les agglomérations se lancent, elles ont raison de se lancer. Et donc voilà, sur ces projets-là, Veolia avec Sabom, les partenaires sont nombreux, que ce soit OTV, que ce soit Sarpi, voilà. Et puis sur la technicité autour des stations d'épuration, donc moi je fais de l'exploitation depuis plus de 20 ans, on est quand même sur des dispositifs qui sont maîtrisés, sur lesquels la sécurité, on ne rechigne en rien. Et on a, et en particulier en France, la chance d'avoir des références en termes de traitement de l'eau. Et donc là-dessus, moi je suis plutôt très confiant. Et ben voilà, mesdames, messieurs, y a-t-il des questions? Paola se lève. N'hésitez pas à lever la main. Merci Antoine.
Antoine Orsini est mon collègue et néanmoins ami, poseur de questions. Présente-toi à nouveau, Antoine. Antoine Orsini, hydrobiologiste à l'Université de Corse et aussi un peu élu, président d'une Comcom. J'ai pris des notes parce que je me suis régalé, parce que je n'ai vu que des solutions. Et une des solutions qui m'a été le plus agréable, puisque notre problème dans le PCI que j'ai l'honneur de présider, ce sont les déchets et l'assainissement, c'est que vous avez couplé la solution déchets et assainissement. Et ça, je me suis régalé. Ça, c'est pour la remarque. Deuxième remarque, sur les cours d'eau, récupérer de la chaleur. Là, c'est après l'universitaire qui parle. Le problème, c'est quand on rejette de l'eau chaude. Je ne parlerai même pas de l'État qui se donne des dérogations pour le rejet d'eau chaude des centrales nucléaires. Mais ça remettrait en cause l'autonomie énergétique de la France. Mais en tout cas, ça, c'est une bonne chose pour le poisson, en l'occurrence. Et après, je viendrai à la question sur les îles, madame. Que ce soit votre île ou la mienne, votre île, vous avez compris. Anticiper avec l'intelligence artificielle, c'est aussi coupler non seulement les données de débit dans les tuyaux, mais bon, quand c'est dans le tuyau, c'est déjà la station d'épuration. C'est de coupler avec les réservations. Non seulement dans les hôtels, c'est réservé en Corse, c'est réservé 6 mois avant, mais aussi les billets d'avion, les billets de bateau. D'avion, je ne pense pas que sur votre petite île, il y a des avions qui atterrissent, des petits avions privés. Non, mais voilà, non, plus sérieusement, on pourrait peut-être anticiper. La question quand même, il y a une vraie question, il n'y a pas que des remarques. Je ne sais pas, moi l'intitulé, c'était sobriété. Vous avez montré des choses intéressantes. Je reviens sur les félicitations que je vous faisais en préambule. Vous avez dit, voilà, on va produire de l'électricité. Mais comment vous faites pour moins en consommer? Allez, autrement dit, j'ai bien compris que c'est la boue activée qui consomme le plus, en gros. Si on était dans du lit bactérien, c'était peut-être moins. Dans la boue activée, est-ce que vous avez des aérateurs qui consomment moins? Voilà. Est-ce que vous avez des pistes à creuser? Merci. Hortense Bray, est-ce que vous couplez... Je ne vais pas faire la promo, mais vous avez, nous, on a pris le système Pure Control d'intelligence artificielle où on a un gain de 20% aujourd'hui sur notre temps d'aération et donc directement sur les consommations électriques. Moi, je vous rejoins, avant d'aller compenser, on est sur réduire, hein, c'est le fameux éviter, réduire, compenser. Donc on y est attaché et c'est vrai qu'on a pris nos postes, on a plein de fils plantés de roseaux. Il y a presque zéro consommation électrique, hein, c'est les postes de refoulement qui font. Donc on doit encore améliorer nos postes de refoulement. Donc ça, c'est l'étape d'après. Mais on a, sur l'aération, oui, on a un gain vraiment de consommation électrique. Et on n'est pas... on l'évoquait tout à l'heure avec Pure Control, et vous l'avez évoqué dans la conférence d'avant, l'intelligence artificielle... qui n'a pas de gain réel, c'est plutôt de la consommation d'électricité. Donc là, on est sur un outil qui nous permet de réduire et dans les data centers de Pure Control, avec une consommation électrique maîtrisée. Donc on a bien cette possibilité sur les parties aération. Sur la partie pompage, on a fait aussi des guides de gestion, vraiment des bons points de fonctionnement des pompes, de mise en place de variateurs. Et dans les installations d'eau potable, on a des circuits d'air comprimés aussi, où là, il peut y avoir des fuites. Et c'est un peu comme un réseau d'eau, vous poussez de l'eau, là on pousse de l'air, et donc on surconsomme de l'électricité sur des très grosses stations d'eau potable. Ça peut jouer aussi également sur des postes de consommation électrique. Donc le premier enjeu que je vous dirais, moi, c'est un audit énergétique. Alors il y a l'audit réglementaire, mais il y a vraiment de connaître où sont les points de consommation pour aller agir, et après, il y a des moyens d'agir pour réduire. Mais je rebondis sur la remarque d'Antoine. Votre modèle d'intelligence artificielle intègre les réservations hôtelières, de camping, intègre les arrivées de voitures, les réservations, pour prédire la charge à Non, venir. il intègre nos périodes de forte consommation. Et donc, je l'évoquais avec le week-end de l'Ascension, où on sait, nous, que c'est vraiment le démarrage de la saison. Je connais moins votre grande île, j'aimerais bien. Mais donc, sur nos petites îles, c'est le week-end de l'Ascension qui lance la saison. Et c'est là où, parce qu'on a quand même, nous, beaucoup de résidences secondaires, donc on a l'arrivée et des résidences secondaires et des vacanciers. Les vacanciers repartent, les résidents restent, et on a un deuxième afflux de touristes à partir des vacances scolaires d'été. Donc il n'y a pas besoin d'infos plus précises que ça, finalement. Une année, c'est-à-dire qu'il faut que le système il vive une année pour voir comment ça va se comporter sur ces périodes particulières, et après on a pu voir qu'il savait s'adapter. Donc ça, on est encore en test sur Oléron, sur nos stations d'Oléron, parce que
on ne peut pas avoir de dysfonctionnement sur une station d'épuration lorsqu'ils sont arrivés dans les campings. Et donc, on est vraiment très vigilant à ça. Et c'est l'avantage de ce système-là, c'est que si ça ne fonctionne pas, vous reprenez la main. Vous n'êtes pas perdu sur votre station d'épuration, vous coupez le truc et vous avez une reprise en main par les automates ou par l'exploitant en local. Il n'y a pas de rupture de service. Monsieur Jarry. Oui, pour répondre effectivement également et compléter sur la réduction de la consommation électrique, donc le cas concret de la station d'épuration de Limoges, pour arriver au moins 20%, effectivement, création d'un ouvrage décantation primaire qui vient capter une grande majorité effectivement de la pollution organique qu'on ne retrouve pas du coup dans le bassin biologique. Et vous l'avez bien compris, c'est là qu'on consomme effectivement l'électricité. Et puis à l'intérieur du bassin biologique, effectivement, les nouvelles technologies de surpresseurs avec variateurs, nouvelles rampes d'aération à membrane, je ne rentrerai pas dans le détail parce que là après je vais arriver à ma limite de compétence, nouveaux modèles d'aérateurs, d'agitateurs, donc effectivement il y a cette partie-là. Est-ce que ça sera suffisant pour arriver aux objectifs réglementaires ? Moi, je ne crois pas. Il faudra réussir à produire effectivement de l'électricité, du biogaz pour arriver. Et puis l'autre poste effectivement de consommation, les postes de refoulement. Bien évidemment, on l'a tous en tête, avoir le moins possible d'arrivée d'eau parasite pour avoir moins de volume à pomper. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, renouveler des réseaux d'assainissement, c'est pas si évident que ça. Il y a un projet, vous, de les supprimer, certains postes de refoulement. Et puis on a nous notamment un grand poste de refoulement qui représente 40 000 équivalents habitants. Et à l'époque de la crise, ça nous a coûté 350 000 euros d'électricité. Et mes collègues ont eu l'idée de réfléchir et d'étudier la possibilité de le supprimer. Donc c'est un poste qui est en fond de vallée. Il faut refouler effectivement l'eau pour venir à la station et d'imaginer du coup un tunnelier de 3 km pour venir carrément gommer ce poste de refoulement. L'exercice a été fait, l'étude a été faite. Un tunnel de 4 km, c'est ça ? 3 km exactement. 3 km. Retour sur investissement, 150 ans. Avec la difficulté de connaître le coût de l'électricité déjà l'année prochaine, donc à 150 ans c'est compliqué. Mais sur le principe, ça pouvait être viable. Après, par rapport au temps politique, c'est compliqué. Et du coup, on va finalement réhabiliter de manière assez classique le poste de refoulement. Mais on a eu l'idée. Oui, ça coûtait 60 millions, c'est ça ? Oui, effectivement. Le tunnel de 3 km, c'était 60 millions. Ouais. Oui, bon, c'est pas grand-chose. Monsieur Printemps-Vaquier. Oui, vous avez tout à fait raison sur l'idée de la présentation. Ce n'était pas de laisser penser qu'il n'y avait que ces investissements supplémentaires. La sobriété, c'est quand même le cœur de tout. Et pour compléter ce qui a été dit sur ma gauche, ce poste-là d'aération pour le traitement sur les stations d'épuration, donc il y a aussi tout un sujet dans ces contrats-là qui est autour du renouvellement des équipements, parce qu'il y a des dizaines de milliers d'équipements là sur les 6 stations d'épuration, mais pas que. Qu'il faut renouveler régulièrement. Donc régulièrement, il faut se dire, je ne vais pas renouveler à l'identique l'ouvrage, l'équipement. Et un exemple parfait là-dessus sont les compresseurs d'air. Donc on parlait du poste d'aération pour le traitement biologique. Les compresseurs d'air, les surpresseurs d'air, il y a une rupture technologique qui fait que les vieilles technologies tri-lobe, c'est un peu pas forcément évident à comprendre, mais il y a des compresseurs à vis maintenant, il y a des à palier magnétique, et là on bascule, on consomme jusqu'à 2 fois moins d'électricité. Donc forcément, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais vous avez bien fait de poser la question, c'est quelque chose de très important. Et pour rejoindre ce qui a été dit, y compris la SABOM, dès le démarrage du contrat, sur un contrat aussi court que 7 ans, si on veut pouvoir être au rendez-vous de l'offre financière qui a été faite à la métropole, on a travaillé dès le début à mettre des solutions. L'IA était moins développée il y a 7 ans qu'aujourd'hui, mais autour de solutions de régulation, de capteurs qui mesurent directement la pollution qui est à traiter et pas une représentation de cette pollution, donc les capteurs NH4 et NO3, pour vraiment aller grappiller ces kilowattheures-là. Et très important, le maintenir dans la durée, d'où l'importance de suivre ces ratios énergétiques. Monsieur Autreux. Peut-être juste en complément, effectivement, les technologies de traitement d'air qui représentent plus de 50%
du coût énergétique sur les stations. Donc le choix du compresseur à vis par rapport au surpresseur trilobe, donc il y a une rupture technologique. C'est aussi le choix de payer plus cher en investissement un équipement par rapport à un autre et de gagner en coût global sur l'exploitation avec une visibilité qu'on n'a pas trop sur le coût de l'énergie dans les années qui viennent. Voilà. C'est aussi un choix économique et environnemental qui a été fait sur nos stations d'épuration, et on a renouvelé, vous vous doutez, sur l'ensemble de nos stations, beaucoup de ces machines. En également gérant le fait que c'est des machines qui sont à l'intérieur parce qu'elles sont bruyantes, en générant la place nécessaire dans les locaux pour le faire. Y a-t-il d'autres... Antoine, prends un micro. Paola, s'il vous plaît. Non, je disais, comme il y a des représentants des agences de l'eau, bon, l'investissement est subventionné, pas forcément le fonctionnement. Au contraire, la prime épuratoire a tendance à disparaître ou bon, à être transformée. Mais l'investissement est subventionnable et subventionné. Oui, subventionnable. À quelle hauteur par les agences d'ailleurs? Alors, là, si on revient sur les sujets de renouvellement, il y a aussi le dispositif des certificats d'économie d'énergie qui a été plus utilisé pour ces équipements-là. Sur les variateurs de vitesse, ça a été une énorme promotion pour les variateurs de vitesse, les certificats d'économie d'énergie. Et donc là, on en est sur des... on va dire de 0 à 10% de l'investissement, mais on va dire que c'est... On peut récupérer par la vente de ces C2E sur le marché. Voilà, c'est ça, mais c'est pas... c'est quelque chose qui est pas du tout symbolique, qui est bien au contraire, mais que, quoi qu'il arrive, les maîtres d'ouvrage s'y retrouvent en portant ces investissements. Donc ça permet de catalyser ce genre de choses, mais quoi qu'il arrive, ça reste viable. Voilà. Madame Bray, vous acquiesciez à la solution C2E? Oui, parce que nous, sur le renouvellement d'équipements, on n'est pas subventionné par les agences de l'eau. Ce qui est normal, c'est du renouvellement patrimonial. Mais par contre, c'est vrai que sur les équipements qui deviennent moins énergivores, que ce soit des moteurs à haut rendement ou des remplacements, variateurs, surpresseurs, tout ce qui améliore, les CE sont vraiment des mécanismes qui viennent quand même adoucir la facture pour le maître d'ouvrage. On a quand même le fonds chaleur aussi de l'ADEME. Donc que ce soit l'agence de l'eau ou l'ADEME, au cas par cas, il faut avoir une bonne densité de logement quand même au kilomètre pour le fonds chaleur de l'ADEME. Oui, alors malgré tout sur les projets de biométhanisation, enfin voilà, c'est des structures d'importance qui catalysent justement tous ces projets de sobriété énergétique. Voilà. Messieurs, dames, y a-t-il d'autres questions? Alors moi j'en ai une qui est peut-être très bête, mais je me souviens de quand j'étais encore élève, ingénieur, écologue, on nous faisait travailler sur les solutions dites à l'époque de lagunage. C'est-à-dire vous avez du foncier, vous avez peu d'équivalent habitant, vous balancez tout sur des roseaux, vous l'avez cité Madame Bray, c'est une solution qui est plus faisable du tout, qui a été abandonnée, parce que là finalement ça coûte pas grand-chose à part 3-4 pompes. C'est la taille de la station en fait quand vous faites. Alors, moi j'ai fait plutôt une formation génie urbain et donc adapter les services publics à la capacité, et donc suivant le seuil vous avez des typologies de traitement qui sont plus ou moins adaptées. Les fils plantés de roseaux, ça va très bien jusqu'à 800 équivalents habitants. Après vous pouvez avoir du biodisque, puis plus à un moment vous passez en bois activé et vous consommez l'électricité. Mais il y a encore des solutions, et nous sur l'île de Ré par exemple, par rapport à nos contraintes de traitement de milieux sensibles, on a des lagunages de finition à la fin. Donc ça reste quand même toujours une capacité épuratoire intéressante, mais pas suffisante lorsque vous êtes sur des grosses besoins de charge ou lorsque vous êtes sur des milieux sensibles. Donc ça, pour répondre à votre question, ça marche toujours. Nous, on crée toujours des fils plantés de roseaux. Bon, ça me rassure. Mais à l'époque, c'était un fantasme. C'était on va épurer tout Paris avec 3000 hectares de... Voilà, c'était des cas d'école. Et on y arrivait, sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Monsieur Autreux, en fait, vous allez planter des roseaux, c'est ce que vous allez me dire. Alors, planter des roseaux ou faire des lagunages sur une métropole, c'est juste pas possible. Pour vous donner un exemple, parce qu'on parle de lagunage, fil planté de roseaux, qui sont des techniques très extensives. Je parlais tout à l'heure de la culture libre, la boue activée, qui est une technique aussi extensive, mais qui est pratiquée sur les autres collectivités. Et après, il y a la culture fixée. Nous, par exemple, sur Bordeaux, si on a dû faire, que je vous disais tout à l'heure qu'on était parti en culture fixée parce qu'on n'avait pas beaucoup de place, si on avait dû faire une station d'épuration comme celle de Limoges,
Limoges au bout activé, bah, il aurait fallu qu'on construise sur la Garonne, quoi. Voilà. Donc c'est juste pas possible. Donc à chaque échelle, vous avez des traitements et le lagunage sur les petites collectivités, notamment c'était fait notamment autour de Montpellier. Il y a beaucoup de cas d'école vers Metz notamment. C'est des techniques qui marchent, mais où il faut énormément de place. Et puis le soleil aussi. Antoine avait un mot à dire sur le lagunage. Paola, voilà, vous êtes abonné à Antoine Orsini. Ouais, asseyez-vous à côté de lui, vous allez gagner un aller-retour en Corse. Antoine, Non, on fait du lagunage en Corse. On fait du lagunage et depuis longtemps. Alors, il y a des limites. Alors, ce n'est pas impossible. D'abord, une chose, ne pas confondre les lits à macrophytes et le lagunage. C'est un peu différent. Hein. Le lit à macrophytes, c'est de la filtration. Et là aussi, vous avez raison, ou quelqu'un l'a dit, c'est limité par les équivalents habitants. On ne pourrait pas traiter ni Bastia, ni Ajaccio, ni Bordeaux, ni Paris. Bon. Néanmoins, il y a une station de lagunage qui est passée du lagunage classique, 10 hectares pour 10 000 équivalents habitants. Bon, vous avez compris, ramener à Paris, il faudrait la moitié de la France. Donc c'est là l'impossibilité, c'est par rapport au foncier. Le foncier qui peut coûter très cher, y compris en Corse, pas seulement dans la région parisienne, hein, surtout en plaine orientale. Et là, l'idéal, c'est de passer par du lagunage aéré. Ça marche bien. C'est-à-dire, Antoine? C'est-à-dire, on aère la première lagune et ça consomme de l'électricité. C'est-à-dire, allez, on n'est pas dans le sens de l'avenir en disant, bon, on va améliorer, parce que l'intérêt de mettre des aérateurs, c'est qu'on n'augmente pas la surface des bassins, mais on peut augmenter l'apport d'équivalents habitants, l'apport de polluants, de pollution, on va dire. Voilà. Donc, ça marche, mais ça a ses limites, y compris en Corse. Ça marche tellement bien qu'il n'y en a qu'un depuis au moins 20 ans, 20 ou 30 ans. Mais ça coûte cher parce que le foncier est cher et c'est limité. Voilà. Donc pour des petites unités, c'est valable. Mais après, là aussi, il faut être... le lagunage, ça ne peut pas se faire en montagne. Bon, on ne parle pas du bassin parisien, je parle de la Corse. Ça se fait qu'en plaine orientale et il n'y en a qu'un. Ça marche bien, hein, techniquement, écologiquement, c'est plein d'oiseaux et de poissons. Mais je sais pas, je connais qu'un exemple. Si c'était l'idéal, on aurait eu 10 lagunes, 10 lagunages en Corse par exemple, ou dans toutes les plaines françaises. Je vais poser une autre question peut-être très bête. Est-ce qu'il y a une influence du changement climatique, de l'augmentation de la chaleur ou des abats d'eau brutaux sur le fonctionnement des stations, sur le fonctionnement du système d'épuration de l'eau? Je pensais juste, vous citez les panneaux photovoltaïques, mais il y a une courbe qui montre qu'au-delà de, je ne sais plus, c'est 45 degrés ou peut-être moins d'ailleurs, le rendement, donc la production d'électricité par les panneaux chute. Donc est-ce qu'il y a une influence? Et deux, si oui, vous l'intégrez dans vos projections, vos prospectives? Madame Bray. Alors, tout à l'heure, c'était évoqué par Mathieu sur les eaux claires parasites. C'est clair que les intempéries 2023-2024, c'est un gros dysfonctionnement puisqu'on a de l'eau qui est propre, qui arrive sur des stations et qui vient perturber le système de fonctionnement au-delà des déversements qu'on peut avoir. Et ça, c'est le dérèglement climatique au sens des événements extrêmes qui fait qu'on n'est plus adapté à ça. Donc le travail, il est... Et ça, on peut l'intégrer dans l'équation ou c'est impossible? L'objectif, c'est quand même de travailler à la source. Hein. C'est comme pour les polluants dans nos cours d'eau. C'est de travailler avec les collectivités sur l'aménagement du territoire, réinfiltrer les eaux de pluie plutôt de les faire ruisseler. En fait, le problème, c'est que nous, on a eu des points bas inondés. Le seul réseau qui pompe et qui fonctionne, c'est le réseau d'eau usée. Et quand vous avez la rue inondée, ça rentre par les regards. Je ne dis pas que notre réseau est 100% étanche non plus, mais en plus, vous avez cette infiltration directe d'eau de pluie parce que nos regards ne sont pas étanches. Et donc, du coup, on a l'eau de nappe, l'eau de pluie, vous avez tout saturé, on n'évacue plus. Donc, on a ces événements climatiques. Et ensuite, nous, on a eu quelques soucis avec les canicules de 2022. On a eu des incendies sur nos locaux électriques. Alors nous, nos stations sont petites, donc on ne chauffe pas parce qu'on n'a pas de personnel sur nos stations. Par contre, 2 incendies, c'est 2 stations qui ne fonctionnent plus du tout. Donc on travaille à essayer de refroidir. Mais là encore, refroidir, c'est de l'électricité en plus. Donc on voulait regarder les eaux usées, mais les eaux usées, elles sont chaudes. Alors pour faire du froid, c'est pas pratique. C'est pratique pour faire du chaud. Et donc on essaye de trouver des solutions qui nous coûteraient pas beaucoup d'électricité. Donc le changement climatique, pour nous, c'est ces 2 aspects-là. Mes collègues compléteront, c'est les événements de pluie extrêmes qui peuvent vraiment impacter les réseaux, donc les stations et donc moins bien traitées, et donc derrière le milieu naturel, et puis ces fortes chaleurs qui peuvent avoir un impact sur les locaux électriques.
Et est-ce que ça a un impact sur le processus même de la méthanisation, de la fabrication du biogaz? S'il fait trop chaud à l'extérieur du réacteur, ça peut avoir un impact? Alors, je dirais non. J'avoue que c'est la première fois qu'on me pose la question sur ce type de table, mais c'est intéressant. Je ne sais pas, comme ça, je dirais a priori non. Alors après, pour rebondir sur ce qui a été dit aussi, donc l'impact, les événements extrêmes, pour revenir sur le territoire de Bordeaux Métropole, donc on protège l'ensemble des habitants contre une pollution, une pluie qui arrive une fois tous les 10 ans. Ça s'appelle la pluie décennale. Donc forcément, plus il y a d'événements importants, plus cette notion décennale va être amenée à bouger dans le temps. Mais l'objectif reste de protéger l'ensemble des habitants pour le même risque. Et aujourd'hui, c'est l'événement décennal qui est retenu. Voilà. Donc, après, dans l'évolution, si cette notion décennale est amenée à évoluer, il faudra adapter nos investissements pour répondre à ce nouveau besoin. Voilà. Monsieur Printemps-Vaquier, vos containers, ils soutiennent des fortes chaleurs? On fait en sorte que oui, bien entendu. Sur la sur la digestion, vu qu'on est amené à chauffer les bactéries, ce serait plutôt bénéfique, mais le bénéfice en reste là parce qu'il y a quand même des effets connexes sur d'autres installations. Nous, on a eu un événement, l'année 2022 a été extrêmement chaude et où il y a eu très peu de pluie. Donc on a eu quelques équipements en toiture de bâtiments qui ont été rendus inopérants, où il a fallu trouver des solutions palliatives très rapidement. Donc on avait trouvé, et ça fonctionnait bien, des sortes de parasols provisoirement avant que de manière plus pérenne on ait mis en place des systèmes protégeant contre le soleil. C'est un vrai enjeu. C'est pris en considération, y compris avec la métropole, où ils sont en train de revoir leur pluie de dimensionnement et où l'effet du dérèglement climatique fait que demain on n'aura plus la même saisonnalité de pluie, plus les mêmes pluies projets pour encaisser les mêmes événements orageux. Donc ça, c'est en cours. On a travaillé avec le bureau d'études Jean Covici, Carbone 4, sur la technique OCARA. Et donc on a passé au crible le service d'assainissement de Bordeaux Métropole à la lumière de cette étude. Ça nous a permis d'identifier plus de 500 actions d'adaptation, dont, et c'est déjà énorme, plus de 250 sont déjà mises en œuvre sur le périmètre de Bordeaux Métropole. Et en effet, pour rejoindre ce que disait Emmanuel Autreux, le périmètre de Bordeaux Métropole a la chance, avec la vision de certains élus dans les années 80, d'avoir investi dans des ouvrages de rétention des eaux de pluie. Il y a plus de 2 millions de mètres cubes de stockage des eaux de pluie sur la métropole, avec des bassins cathédrales enterrés qu'on n'imagine même pas présents. Et donc c'est le travail de la Savone de les exploiter au mieux pour éviter toute inondation. On peut citer des systèmes intelligents comme la gestion dynamique, qui n'a de cesse que d'évoluer chez nous, et le stockage à certains moments pour des petites pluies, pour préserver le milieu naturel et éviter que les déverseurs d'ouvrage qui sont là sur des réseaux unitaires entraînent des pollutions au milieu. Donc cette étude-là a permis de poser un plan d'action qui est en cours de discussion avec la métropole pour amender. Ça pourra rentrer dans les schémas directeurs d'évolution des stations d'épuration. En tout cas, c'est un point d'entrée supplémentaire, mais oui, l'adaptation, le dérèglement climatique, on a connu les 3-4 dernières années où on a connu des extrêmes pluviométriques. 2022, sur la métropole, là où une année moyenne, on est à 900 mm de pluie, on a été à 600 mm, alors que 2024 s'établit en une année record avec plus de 1200 mm. Donc voilà. Ouais. C'est autre. Ouais, pour compléter ce qui est dit, c'est vrai que pour l'assainissement, il faut séparer deux choses. Il faut séparer le cumul de pluviométrie annuelle, donc, qui quelque part, pour faire un lien avec la présentation, entraîne des consommations d'énergie, parce qu'il faut le relever les effluents, il faut les traiter, il y en a plus, même si on fait la lutte contre les eaux claires. Et puis l'événement ponctuel.
ou là, qui génèrent potentiellement des inondations d'origine pluviale. Et là, en fait, d'une allée sur l'autre, vous pouvez avoir soit l'un, soit l'autre, ou les deux parfois. Parce qu'en général, nous, sur notre région, les événements ponctuels se passent plutôt en cette période-là, là, entre mai et septembre, c'est plutôt sur la période d'été. Et il faut pouvoir combiner les actions sur les deux. Voilà. Donc effectivement, comme disait Cyril, on a la chance sur Bordeaux Métropole d'avoir un patrimoine bassin très important. Maintenant, c'est comment, parce que le problématique de la pluie, c'est que ça arrive à un endroit très précis, très localisé. Comment, sur chaque endroit de la métropole, on peut protéger les habitants à un niveau égal. Voilà, c'est ça le sujet. On est en train de continuer de travailler dessus. On a encore 3-4 bassins à construire dans les années qui viennent, donc souvent dans les zones urbaines, pour justement assurer une protection équivalente des habitants. Et par rapport aux investissements qu'on faisait il y a 20-30 ans, on construisait des cathédrales, des bassins qui faisaient 80 000 m3, on a même un bassin qui fait 130 000 m3 là, sur la métropole, qui est à ciel ouvert. Aujourd'hui, on est plus sur construire localement dans des zones plus urbanisées et des bassins de plus petite taille, donc 5-10 000 m3, pour justement répondre à cette contrainte très ponctuelle de l'orage. Connectés entre eux, ces bassins, ces petits bassins connectés entre eux? Alors, ils sont connectés via les réseaux, globalement. Après, c'est une gestion du réseau pour alimenter et déstocker ces bassins, pour gérer la problématique de la pluie intense, qui peut arriver à un moment donné, et également pouvoir déstocker le bassin pour justement gérer la pluie qui peut arriver aussi le lendemain. Ce qui est compliqué à comprendre quand on parle de pluie décennale, c'est qu'on a l'impression que c'est une moyenne. En fait, non. C'est un événement qui arrive sur 10 000 ans, qui peut arriver 3-4 fois à 3-4 jours de différence. Et ce qui s'est passé en 82, c'est pour ça que Bordeaux s'est lancé dans des constructions de bassins massives, c'est qu'il y a eu 2 pluies entre le 2 et 3 juin qui sont arrivées de suite. Et c'est le pire qui peut arriver en fait, parce que les bassins existants n'étaient pas déstockés, résultat, tout était inondé. Ok, y a-t-il une autre question, mesdames, messieurs? Apparemment non. Pour finir, à vous écouter, finalement, la meilleure solution, c'est encore de ne pas polluer, c'est de limiter à la source les rejets, mais en même temps, si on pollue moins, il y a moins de redevances pour la pollution de l'eau, et puis vos installations risquent de se retrouver surdimensionnées. C'est une équation qui est compliquée. La sobriété, elle est possible en matière de pollution des eaux, et donc pour arriver à une diminution de la consommation énergétique de vos unités. Je ne sais pas si je suis très clair. Master-ci, je ne le suis peut-être plus du tout. Non, après sur la pollution, le message il est compliqué à passer au niveau des ménages. Si vous voulez, la pollution elle a toujours existé, ça ne bougera pas. Après, ce qu'on peut dire quand même sur la DRU2, parce qu'on parlait des micropolluants, c'est effectivement qui est intégré dans le texte européen en tout cas, c'est qu'il y a une notion de pollueur-payeur. C'est-à-dire que ça, c'est une notion qui est liée avec la DRU2. Ça, c'est un vaste fantasme en France. Alors, c'est un vaste fantasme peut-être, mais en tout cas, c'est introduit dans le texte. Et dans l'idée, c'est qu'effectivement, si on peut éviter que ces micropolluants arrivent aux stations d'épuration, il y en aura moins à traiter. Bon, ça, c'est sûr. Mais sur le comment les traiter, l'idée, c'est de partager effectivement les responsabilités. Voilà. Même si effectivement, mettre en application, ça paraît compliqué. Mais il y a l'article 4 de la loi anti-PFAS qui reporte la charge du coût de la dépollution aux émetteurs nets de PFAS. Je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Jarry. A priori, dans ma tête, c'est vous qui avez le moins parlé, donc rattrapez-vous. Ah oui, il y a des pitchs. J'avais oublié les pitchs. Pardon. Alors allez-y, et puis ensuite on fait les pitchs. Non, juste par rapport aux investissements liés effectivement à cette énergie, c'est des investissements avec des retours sur investissement, et c'est gagnant. Ces investissements, effectivement, ils vont rapporter à un moment donné à la collectivité. Là où il y aura d'autres investissements par rapport à la DRU2, où j'ai parlé des déversements d'orage, où il y aura les micropolluants, où il y aura l'abattement de phosphore, pour le coup, ça sera des investissements à faire qui auront un impact sur la facture de l'usager. Là, on a encore la chance sur cette thématique énergie que c'est des investissements qui rapportent. Très bien. Alors les pitchs, il se trouve que j'ai pas la bonne fiche, je suis désolé. Donc qui intervient en premier? Allez-y. Voilà, je vous laisse vous présenter vous-même, pardonnez-moi. Pascal Pêche, responsable commercial de Sapoval. Présentez-nous Sapoval. Alors sinon, vous prenez le micro de monsieur qui voudra bien vous le prêter. Deux. Voilà, parfait, on vous écoute. Pardonnez-moi.
Bonjour, donc Pascal Pêche, structure Sapoval. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, et on l'a vu dans les présentations qui ont été faites ce matin, on parle de sobriété, quand même, essentiellement, c'est le fondamental aujourd'hui. Je vais faire le lien, effectivement, en ce qui me concerne, vu d'une PME, entre le traitement d'eau et la partie économie d'énergie. Sapoval, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est une PME aujourd'hui qui est basée à Albi, 17 salariés, avec une extension en cours sur le nord de la France. Une structure qui intervient principalement dans du traitement d'eau auprès des industriels et des entreprises, de manière très importante, et dans une part moindre auprès des collectivités. Vous avez plusieurs composantes aujourd'hui dans notre activité. Une partie bureau d'études. On est des ingénieurs process, essentiellement des techniciens qui interviennent sur l'ingénierie process, à savoir aujourd'hui qu'on intervient donc sur des problématiques techniques et réglementaires auprès des entreprises et, comme je le disais précédemment, dans une moindre mesure auprès des collectivités. Donc on fait du conseil, de l'audit et de la formation, et la focale qu'on prend aujourd'hui à partir du bureau d'études, c'est aussi accompagner les entreprises à pouvoir aujourd'hui se satisfaire avec leur traitement et savoir le gérer. Voilà. Donc on les accompagne sur une forme d'autonomie ou du moins de compréhension de ce qu'on leur met en place, de manière à ce qu'ils puissent conserver la possibilité de le gérer en interne ou de l'externaliser en fonction de leur choix. Donc même si c'est d'ailleurs pas nous qui avons installé les installations en question. La deuxième focale que l'on prend, c'est qu'on fait aussi des travaux. Alors on a cette particularité-là d'être un bureau d'études à l'origine, mais qui avons migré progressivement vers la notion de travaux. Donc on fait aujourd'hui des travaux en part propre, on répond à des consultations publiques, on répond à des consultations également privées, de manière à mettre en place les traitements d'eau appropriés sur des problématiques qui nous sont proposées. Vous aurez également compris que le fait d'allier les travaux à un bureau d'études, la manière dont on fait les études également pour le compte des entreprises, voire des collectivités, sont agencées de manière complètement différente puisqu'elles sont vues avec un angle opérationnel pur, lié à l'exploitation et également à l'ergonomie, à l'utilisation de tout ce qu'on met en place. La troisième focale que l'on a, qui est visible ici, je vais parler du pôle R&D. Alors on fait exactement du transfert de technologie, c'est ce qui a donné d'ailleurs naissance à ce qu'on est aujourd'hui, Sapoval. Pourquoi? Parce que l'une des premières technos où on a fait du transfert de technologie vers le monde de l'assainissement, c'était de manière maîtrisée, c'était la saponification. C'est une technique, notamment low-tech, qu'on utilise pour pouvoir justement, on a parlé aujourd'hui d'optimisation énergétique et pouvoir optimiser donc les aspects production de méthane. On fait d'autres transferts de techno. Par exemple, on accompagne des entreprises qui ne sont absolument pas du monde du traitement de l'eau, mais par contre qui ont mis en place des systèmes techniques de traitement pertinents, intelligents, soit pour des raisons de consommation énergétique, voire même de process. Et c'est le cas, par exemple, aujourd'hui, on travaille avec des systèmes de flottation sous dépression, notamment dans le domaine de l'industrie et notamment dans le domaine agroalimentaire. Donc ce sont des outils qui existent dans d'autres domaines, qu'on regarde avec intérêt et qu'on rapatrie lorsqu'on en sent la pertinence. On aide les entreprises à trouver leur place dans le monde de l'assainissement. C'est des outils de plus, c'est pertinent sur certaines installations et d'autres pas. Le dernier sujet aujourd'hui R&D également que l'on fait, on fait des postes pilotes pour des entreprises privées sous accord de confidentialité, etc. Et on fait des études d'une complexité qui peut être variable et notamment on travaille là pour le monde minéralier. Alors on parle de sobriété, traitement d'effluents, mais également d'économie d'eau au sens large, parce que c'est déjà ça qui est à réaliser. L'économie d'eau, c'est déjà celle qu'on ne consomme pas au moins. Et par derrière, on effectue effectivement des actions de réutilisation éventuelle en fonction des sujets, de la pertinence des sujets qui nous sont proposés. Sachant qu'ici, effectivement, on travaille sur différentes typologies d'effluents. On part du monde minéralier. Aujourd'hui, les entreprises qui travaillent dans le monde minéral assistent à un besoin de décarboner leur process industriel, mais ça génère des effluents très particuliers. Et on nous demande, par exemple, de travailler sur ces sujets-là, y compris pour faire de la réutilisation d'une partie des effluents, et de l'autre côté, de pouvoir rejeter un milieu naturel lorsqu'on n'en a pas besoin. Si maintenant je fais le lien, on va le voir sur la prochaine slide à l'heure, entre la partie économie, gestion des effluents, puisque c'est vraiment notre spécialité, économie d'eau associée,
Et aujourd'hui, il devient pertinent de parler d'économie d'énergie. Et par exemple, ce qui a donné naissance à Sapoval, c'est ce que vous avez ici devant les yeux, à savoir une possibilité d'optimisation de l'introduction de graisse dans les méthaniseurs et d'en tirer tout le potentiel énergétique sous la forme de production de méthane. Donc ici, par exemple, tout à l'heure, on discutait effectivement, vous avez Limoges Métropole qui est ici, sur lequel nous avons travaillé. Et une des focales que l'on prend, et c'est ce qu'on a fait sur Limoges Métropole, c'est tout ce qui est possible de réutiliser dans le cadre de nos interventions, on le fait. Ça a été le cas dans Limoges Métropole où on a utilisé une ancienne cuverie déjà présente qui n'était pas surdimensionnée par rapport à ce qu'on voulait faire en saponification pour rendre les graisses on va dire biodégradable au niveau du méthaniseur qui devait arriver sur site et donc participer par là même à l'optimisation de la production de méthane. Vous avez la même chose, maintenant cette fois-ci pas en revamping mais unique en construction à neuf qu'on a fait sur une collectivité, c'est à titre d'exemple. On a fait ça en Belgique où là par contre on a été contraint de mettre en place une unité à part entière et en neuf sur la station d'épuration. Donc revamping dans le cas de Limoges Métropole sur la station principale et dans l'autre cas production d'énergie et une optimisation à travers une unité de saponification, mais à neuf dans le cadre effectivement de la collectivité IDEUX, encore une fois en Belgique. Donc ce type d'installation, en fait, il faut bien comprendre une chose, à l'origine ça a été fait pour le monde industriel et ça s'est rapatrié dans le monde de la collectivité parce qu'il y avait un intérêt technique et économique à le réaliser. Une unité telle que vous le voyez ici, ce n'est pas aberrant au niveau énergétique, ça pourrait s'apparenter à de la low-tech, puisqu'aujourd'hui, effectivement, c'est 12 kW installés et des consommations énergétiques variables en fonction de ce qu'on fait, mais aux alentours de, effectivement, 30 000 kWh annuels. Ce sujet-là, c'est le sujet, effectivement, qu'on a abordé sur station d'épuration, mais, effectivement, sur la slide suivante, il y a d'autres manières de travailler sur des économies d'énergie. On n'a pas forcément la compétence énergie au sein de Sapoval, clairement, on ne peut pas dimensionner, mais par contre on va chercher des partenaires pour s'associer lorsqu'on veut faire des économies d'eau et d'énergie. C'est le cas du CHU ici Bordeaux pris comme exemple, ça tombait bien, on a pris cet exemple parce que nous sommes à Bordeaux. Et ici, en fait, c'est un appel à projet qui a eu lieu sur Bordeaux, lancé par l'Agence de l'eau et la région Nouvelle-Aquitaine, pour, en plus, effectivement, de l'efficacité énergétique et à lieu dans l'établissement, travailler sur les économies possibles en termes de récupération d'eau et récupération d'énergie. 3 services ont été étudiés au CHU qui correspondent, je dirais, à 25% du flux d'eau consommé par le CHU, c'est-à-dire ils vont jusqu'à 800 m3 jour, mais grosso modo, la moyenne s'établit aux alentours de 700 m3 jour. Et ce qui s'est passé là, l'objectif, c'était d'étudier 3 services. Le service stérilisation, économie d'eau, économie d'énergie. Le service dialyse, économie d'eau. Et le service tour aéro-réfrigérante sur économie d'eau, économie d'énergie. Donc économiser les eaux d'appoint. Concrètement, ce qu'on a fait ici sur ce dossier, on n'a pas le temps de s'étendre, je ne m'étendrai pas, c'est effectivement, on a sorti 8 scénarios possibles sur le CHU. 2 ont été retenus parce qu'ils avaient un retour sur investissement très rapide aujourd'hui. Donc d'une part, effectivement, sur le service stérilisation pour la récupération de calories et ensuite, effectivement, le remplacement de tours aéro-réfrigérantes par d'autres systèmes comme des thermopompes, par exemple, thermofrigopompes. Voilà. Donc ça, couplé aujourd'hui les économies, le traitement d'eau, l'économie d'eau, c'est quelque chose qui est demandé depuis plusieurs années et aujourd'hui enfoncé par encore plus et davantage par les pouvoirs publics. Et l'économie d'énergie complémentaire dans ce qu'on faisait déjà, ça fait à peu près 2-3 ans qu'on en parle, puisque là c'est une étude qui a eu lieu entre 2022 et 2023 pour asseoir les bases techniques et économiques du projet à venir sur le CHU, sur l'ensemble des possibilités techniques. Ils en ont choisi 2. Voilà. Est-ce que j'étais assez court quand même? Un petit peu plus long que prévu, mais c'était bien quand même. Très bien. Juste une question, vous dites saponification, vous faites du savon avec les déchets en fait? Bonne question, capitaine. Oui, en fait, on prend les déchets des stations d'épuration, effectivement. Je fais court là aussi. On prend ces flux graisseux. L'idée, c'est d'en faire un autre produit parce que c'est, 1, beaucoup plus manipulable et 2, ça permet effectivement, dans différentes configurations, aérobie ou anaérobie, dans le cas de Limoges par exemple, d'en profiter pour produire de l'énergie.
voilà, c'est-à-dire du méthane, hein, clairement. D'accord. Donc il y a un intérêt à le faire effectivement dans certains cas, mais ça s'évalue à chaque fois. D'accord. La métropole de Limoges ne vendra pas du savon de station Et d'épuration. on ne vendra pas du savon, non. Voilà. La petite blague, c'était qu'il y a quelques années, on avait pris des savonnettes effectivement sur les stands, mais on a dû arrêter parce que les gens pensaient qu'on fabriquait du savon. Ben non. Merci monsieur. Merci d'accueillir Gilles Galichet, président de Danciline ou Danciline. Vous me corrigerez si je me trompe. Voilà, passez-lui le micro. Merci beaucoup. Alors, je suis venu avec mon bébé. Ah ben, il est beau. Le Spiloclar. Ouais. Et c'est une réponse concrète à tous ces exploitants de stations d'épuration. Sachant que grâce au Spiloclar, vous pouvez doubler la capacité hydraulique et la capacité de traitement d'une station d'épuration. Pour simplifier, dans une station d'épuration à bout activé, l'un des facteurs bloquants, c'est la capacité du clarificateur à évacuer la quantité d'eau qui arrive dans la station. Avec le Spiloclar, sous quelques réserves de fonctionnement de la station, bien sûr, il faut que la station soit dans des bons indices de Mollman pour les spécialistes, et par ailleurs une charge dans les bassins d'aération jusqu'à 7 grammes litres maximum. Nous garantissons 1 mètre par mètre carré de surface. Autrement dit, au lieu de passer sur un 100 mètres carrés 60 mètres cubes heure, vous passez 100 mètres cubes heure. Garantie. Et le principe, c'est tout simplement, il faut savoir que dans une station d'épuration, les jus arrivent au centre de la station par le plot central avec un Clifford qui fait descendre les boues verticalement. Ça fait un effet tuyère, la boue arrive dans le fond de la cunette ou même dans les bassins sucés, c'est la même chose, c'est le même principe. Les courants partent latéralement, remontent sur le côté. Quand il y a trop de débit, ça passe au déversoir. En passant au déversoir, bien sûr, on a des départs de boue. Avec le Spiloclar, on va passer à l'inverse. On envoie, grâce au déflecteur inférieur, un circuit laminé sous forme de parapluie à l'intérieur du clarificateur, tel que vous voyez les types de Spiloclar. Et grâce à ce système, on va pouvoir concentrer les boues sans avoir de départ de boue, sans avoir une diffusion dans le voile de boue. Il n'y a pas de voile de boue avec le Spiloclar. Dans ces conditions, la boue est concentrée. Au lieu de recirculer à 200%, j'arrondis, c'est pour les calculs, à recirculer à 200%, on recircule à 50% simplement. On divise par 4 l'énergie de recirculation. C'est un poste d'énergie très intéressant. C'est de l'ordre de 4 à 5% d'énergie en moins sur la station. Voilà. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Voilà. On peut passer à la deuxième diapo. On a fait une simulation sur... alors, vous avez le principe d'abord qui est exposé sur les graphiques, qui vous montre les débits et les courants, comment ça se passe avec le voile de boue ou avec le lit de boue avec le Spiloclar, et les économies sur une station de l'ordre de 100 000 équivalents habitants avec un Spiloclar placé dessus, vous faites des économies jusqu'à 72 500 € par an, ce qui couvre le coût du Spiloclar, sachant qu'en plus, comme on a doublé les débits, on peut arrêter dans le cas de cette station l'une des 2 files. Il y avait 2 files à 50 000 équivalents habitants. On passe à 100 000. C'est pas vous. Voilà. Et c'est un système qui est très intéressant, qui évite le développement de structures supplémentaires.